tous ces dealers, ces personnages-là, ils existent. Maintenant, parlons des autres. Moi, je suis ni dealer, ni islamiste. J'avais dit un jour, en plaisantant, dans un documentaire qu'on faisait avec Guy Bedos, j'avais dit, vous savez, en fait, parce qu'il me disait, vous êtes parfait, vous êtes bien intégré et tout. Je dis, vous savez, je suis un agent dormant. Je viens de Kabylie en passant par la Lorraine. Je suis française d'origine algérienne. Je suis arabo-berbère et français. Je suis dans un mouvement identitaire. Je ne me présentais pas comme un maghrébin à la société française. Je me présentais comme un Français. La révolte des banlieues de novembre 2005 a fait naître des interrogations sur cette autre France. Celle des quartiers, des Français issus de l'immigration, blacks, blancs, beurs, domiens, asiatiques, sur cette France diverse qui s'ignore. Ils s'appellent Rachid, Tokia, Majid, Yazid ou encore Daniel. Ils sont la preuve que la diversité est une force pour la France. Ils sont originaires de Kabylie, d'Algérie et ils ne s'en cachent pas. Ils sont issus de l'immigration, de cette réalité économiquement et culturellement essentielle, mais politiquement très sensible. Ils ne sont ni voyous, ni intégristes. Loin des clichés, nous allons vous raconter leurs histoires pour battre en brèche les idées reçues et les préjugés sur ces Français venus d'ailleurs qui apportent tant à la France et qui n'oublient pas leurs origines. Je cite souvent une très belle phrase de Jean Amrouche qui disait je parle en français, je pleure en kabyle. C'est toute la force intérieure qu'on peut développer sur des choses qu'on peut vous avoir au départ fait vivre comme un handicap. C'est comment vous faites au fur et à mesure des années pour ce que vous êtes profondément devienne une force et non pas une faiblesse. La télévision n'a jamais été le reflet de la société dans sa diversité. Par peur d'heurter le téléspectateur, par peur de la différence, par méconnaissance. Toujours est-il que Rachid Arabe est l'exception et qu'il a reçu un 7 d'or pour couronner sa présentation du 13h d'Antenne 2. Enfant d'immigrés, il opte pour le journalisme à la télévision, là où la différence est visible. Il a ainsi été le premier présentateur du JT d'origine algérienne. C'est la phrase de Mark Twain. Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Quand j'ai eu envie d'être journaliste, je l'ai dit très tôt, je l'ai dit à l'âge de 8 ans, j'ai fini par empiler les choses. Mes années de petit garçon en Kabylie, mes années d'enfant et d'adolescent en Lorraine, mes années d'étudiant en Alsace et puis ensuite mes années de journalisme à Paris, c'est aussi de l'expérience avec les aspects négatifs, les bagarres, mais aussi à la fin, même si c'est pas terminé j'espère, une conjugaison de force et de plus et non pas de moins. Je me suis jamais dit, bah tiens, tu es d'origine algérienne, tu es d'origine immigrée, ça va te poser un problème. Moi je me suis dit, de toute façon, je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai des rêves. Si la télé est une vitrine de la société, le monde politique en est une autre, où la diversité n'a pas vraiment droit de citer. Dans une France multiple, le personnel politique aussi reste uniforme. Tokia Saïfi a pourtant réussi à s'imposer. Elle a été nommée en 2002 par Jean-Pierre Raffarin, secrétaire d'État chargé du développement durable. C'est donc un gouvernement de droite qui aura osé en premier franchir le pas, nommer une Française d'origine algérienne. Elle quitte le ministère en 2004 pour représenter la France au Parlement européen. Pour que l'avenir de ce secteur soit vraiment prometteur, cela exige à ce que l'on soit constamment attentif à sa construction. C'est ce que je demande aujourd'hui pour le textile et l'habillement, un secteur clé de l'Union européenne. Je vous remercie. Merci Madame Saïfi. Il y a un exemple terrible, c'est Yazid Sabeg, je crois qu'il s'appelle comme ça, bon, qui a une espèce de poste dans les secrets militaires. Dès que j'ai pu me déterminer, c'est-à-dire quand j'étais adolescent, je m'intéressais déjà
à la technologie et à l'industrie. Yazid Sabeg fait figure d'exception à la règle qu'il dénonce. Il est industriel, président de la société Communication et Systèmes, un fleuron de l'industrie française, coté en bourse, employant plus de 3000 collaborateurs dans le monde. Cette entreprise française réalise un chiffre d'affaires de près de 400 millions d'euros. Yazid Sabeg est même entré dans le très fermé top 10 des dirigeants les mieux payés des sociétés de services informatiques. Français, algérien, tout simplement les deux. Daniel Prévost est un boulimique de connaissances, de lecture et d'écriture. Des essais pour la déconne au roman autobiographique, il a écrit plus d'une dizaine d'ouvrages. Humoriste incontesté, comédien, Daniel Prévost a travaillé sous la direction des plus grands réalisateurs. Il obtient un César pour son interprétation dans Le Dîner de cons. J'ai eu tout contre. J'ai eu tout contre. J'ai eu des tonnes de contre. Des tonnes de contre. Mais bon, c'est comme ça. La chance que j'ai eue, moi, c'est que je ne savais rien. C'est là la chance. Tout le cursus que j'ai fait, moi, avant, jusqu'en, je sais pas, moi j'avais 20... quand j'ai fait mes trucs, j'étais au centre d'art dramatique et tout ça, c'est parce que j'avais du talent, parce que j'étais doué, parce que, être doué dans ce métier, mais après il faut lutter, mais c'est parce que je me présentais pas dans la société française comme un maghrébin. Parolier et chanteur du groupe Zebda, Majid Cherfi joue du verbe à la manière de Brassens. Son enfance dans la banlieue de Toulouse, les discriminations, ses origines kabyles sont autant de thèmes abordés dans ses textes et même de manière plus importante maintenant qu'il mène sa carrière en solo. Partout il chante et représente la chanson française, partout il refait la France en poésie, une France du métissage. On avait des rêves assez flamboyants, très, très hollywoodiens. On était vraiment dans l'identification du petit noir du ghetto new-yorkais qui finit à Hollywood. Il faut imaginer que quand moi je bascule dans la chanson, pour moi c'est rapper. Parce que l'idéal au départ c'est d'être un cinéaste. Ou plutôt, encore plus tôt dans l'adolescence, un écrivain. Et qu'est-ce que tu fais ? Je chante fort dans des bars où on sert beaucoup de bière. Les filles étaient bonnes, on l'avait mauvaise. Nous on les prenait pour des chaises, assis sur elles comme des éléphants. On était fins comme des jeux d'enfants. Elles étaient là, c'était la punition. On les voyait le temps d'une récréation. On aurait adoré tout ce qui se lit, si seulement l'école avait dit. On était belles, on était dans les bois, à croquer des tablettes de chocolat qu'on voulait partager, mais les frangines à la cuisine. Il a fallu surmonter un certain nombre de réserves, de préjugés ou de comportements franchement discriminatoires. J'ai connu ça dans ma vie, bien sûr. C'est cette difficulté-là qui vous construit. C'est le jour où moi, on a commencé à beaucoup me dire que je n'étais après tout qu'un Algérien, que j'ai commencé à essayer de savoir ce que c'était que d'être Algérien, quelle force ça représentait. Ne pas se contenter de se dire, comme beaucoup de gens le pensent ici en France, être Algérien, c'est forcément quelque chose de négatif. Quand on est d'origine immigrée, c'est vrai qu'il y a quelquefois des bâtons dans les roues, des difficultés. Mais j'ai essayé plutôt d'en faire un atout et de se dire que finalement, moi, je vous apporte une richesse. Hein, je suis avant tout française. Parce que ça, j'ai jamais... Je ne veux pas discuter de ça. Quand quelqu'un me dit « Oui, mais toi, mais moi, quoi ? C'est quoi le problème ?» Hein, donc, je crois qu'il faut aussi faire attention dans le regard et dans même le regard qu'on a sur soi-même. Donc, voilà, je vous dis, moi, j'ai trouvé un compromis avec ma personnalité et je veux qu'on l'accepte. Quand tout d'un coup, on vous dit, voilà, vous êtes journaliste, vous avez des responsabilités professionnelles, mais en plus, vous avez des responsabilités symboliques parce que vous représentez d'autres, ça, c'est un piège dans lequel moi, j'ai voulu ne pas tomber.
Moi, j'essaye d'être un journaliste comme les autres, de travailler pour la communauté française au sens large et non pas de me faire enfermer dans telle ou telle catégorie. Je pense que c'est le plus gros risque que j'avais au début de ma carrière et c'est certainement ma seule vraie réussite. C'est que j'ai réussi à ne pas devenir le spécialiste des questions d'immigration, le spécialiste des questions d'intégration, même si j'ai un avis là-dessus puisque c'est une partie de ma vie. Mais vous avez remarqué que je ne m'exprime pas beaucoup sur cette question-là pour justement éviter de n'exister que comme ça. La France s'enrichit de ses diversités comme ces Français se sont enrichis de leur culture d'origine. Ils sont riches de ces traditions venues d'Algérie, de Kabylie, de ces instants magiques vécus dans l'enfance, riches de ces modes de vie, de ces langues. C'est le terreau d'une identité qui s'est construite sans frontières. De 8 ans à 18 ans, j'ai passé pratiquement 2 mois par an en Algérie, en Kabylie. Et ce qui fait d'ailleurs que j'ai une vision de ce pays qui est certainement souvent surprenante, surtout pendant ce qu'on a appelé les années de plomb, pendant les années d'insécurité là-bas. Pour moi, le symbole de l'Algérie, c'était le pays de la liberté. Parce que c'était le pays où, adolescent, j'ai commencé à ne plus être tout le temps contrôlé par mes parents, parce qu'il y avait mes tantes, que je pouvais aller chez une, chez l'autre. Donc c'est un pays qui m'a beaucoup formé aussi et qui, quand je vais le visiter aujourd'hui, reste mon pays, reste une partie de moi. J'adore revenir dans la maison où je suis né. Et puis, même si mes parents sont enterrés ici, j'aime aller dans le village ou la ville de leur naissance respective. C'est quelque chose qui m'appartient et à laquelle je suis très attaché. Quand on partait du nord et qu'on se retrouvait dans ce petit coin de désert, d'abord on était complètement dépaysés. Et moi j'ai le souvenir de ces vacances de voir mon père qui retrouvait une identité au milieu des siens. Il était très respecté, c'était autre chose. Et dans le regard des enfants, je pense que c'est important de voir ses parents qui affichent un vrai bonheur d'être avec leur famille et en même temps de voir votre père qui est connu, reconnu. Né de père kabyle, Daniel Prévost ne l'aura appris que bien tard. À 36 ans, une vieille tante lui glisse que son père, rejeté, était en fait ouvrier algérien dans les usines Renault. Le choc de ce secret de famille est immense. 10 ans plus tard, il ira à la recherche de ce père inconnu. Il apprendra alors qu'il est mort depuis plusieurs années, mais la quête des origines continue pour ce féru de culture. Il dévore la littérature kabyle. En 1993, il fait le voyage de sa vie pour retrouver le village de son père. Il se rend en Algérie, dans les montagnes de Kabylie. Lorsque je suis allé en Kabylie, j'étais dans un état second. Donc tout ce qui a été dit et écrit à ce sujet, c'est-à-dire à mon sujet, est totalement vrai. Tu pars dans un délire que tu ne peux pas contrôler. Et les images, ce sont les images, mais ce sont plutôt des images intérieures. C'est plutôt ce que tu ressens et comment tu le traduis. Et c'était une espèce de délire permanent. C'est le voyage de ma vie, quoi. J'ai besoin d'aller en Algérie, d'aller en Kabylie, de respirer mes origines et de retrouver cette langue qui est parlée partout. C'est un peu un plaisir égoïste de se dire « Ah, voilà les miens ». C'est pas parce qu'on se sent 100% berbère, par exemple, qu'on n'est pas 100% français. Et moi, par exemple, j'ai pas peur d'évoquer la langue berbère comme une langue de France. Parce que finalement, la France, c'est quoi pour nous? C'est un idéal de vie, c'est pas une religion. ورش الجزاير وغيزك اليوان نكنس ورش الجزاير وغيزك اليوان متكرة تروح نبغى تذنر تبغى تقلو نبغى تعمر نرواث معيش وكسر ذو ساون نرواث معيش وكسر ذو ساون. Si je chante une chanson en kabyle, j'ai l'impression d'être entier. Si je ne le fais pas un petit bout, même symboliquement, il manque quelque chose.
Ma mère sentait que ça bloquait pour nous à l'extérieur, parce qu'on ne se faisait pas comprendre. Et donc elle disait qu'on revenait tout le temps en pleurant à la maison. Et elle a fait comme un certain nombre de femmes, c'est qu'elle s'est interdit après de parler kabyle à la maison pour qu'on se mette à apprendre le français. Et elle s'est mise elle-même à essayer de l'apprendre, le français. Elle a obligé mon père à apprendre le français, donc ils étaient dans une espèce de dialogue surréaliste entre eux, s'obligeant à parler français. Ils essaient de formuler une phrase, et puis tu vois, la secrétaire, mon fils, tu montais à la métage, j'étais dans les cachets d'Isser. Et alors, le cœur, il s'arrête. Qu'est-ce qu'elle dit? Je te dis, tu vas à la secrétaire, tu montes au troisième étage, j'étais dans les cachets d'Isser. Bam, bam. Et il faut trouver une issue. Il faut trouver le cachet du dessert. Et on visite des pharmacies comme ça. Est-ce que ça existe, le cachet du dessert? On ne l'a jamais trouvé, et les années ont passé comme ça, sans qu'on ait jamais su. Et le cachet du dessert, c'est le casier judiciaire. Donc tu vas à la sécurité sociale, tu montes au troisième étage, et tu leur donnes une photocopie du casier judiciaire. Je ne suis pas un grand spécialiste de la culture kabyle. La chose qui me lie le plus à ça, c'est tout simplement les rudiments de la langue dont je dispose, tout simplement parce que c'était mon seul moyen de communication avec ma grand-mère qui ne parlait pratiquement aucun mot de français. Ça a été très longtemps mon seul moyen de communication aussi avec ma mère. Donc ça reste ma culture, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai cultivé outre mesure, parce que j'ai aussi voulu apprendre la culture française et que j'essaye de m'en sortir avec les deux. Même si elle participe au rayonnement de la France, cette diversité est la grande absente de l'histoire officielle. La confusion persiste entre culture et religion, entre immigration et sécurité. Le droit à l'indifférence revendiqué par ceux qui n'aspirent qu'à être des citoyens comme les autres se heurte au rappel constant des origines et des stéréotypes. Les politiques en faveur de l'intégration ont vite trouvé leurs limites par manque de connaissances, de moyens et de volonté. La France n'a pas accepté, encore aujourd'hui, cette immigration-là. Bon, c'est un travail qui se fait, qui avance de manière trop lente, et la France n'a pas accepté. Encore aujourd'hui, l'Algérie est sous colonisation, et nous sommes encore les indigènes. Ne serait-ce que dans notre inconscient. Bon. Donc voilà, le jour où on sera plus esclaves nous-mêmes, ça voudra dire qu'on a bien avancé. La société française, l'État elle avait certainement injecté à l'intérieur de sa population le fait qu'on était des moins que rien. Hein, ça se disait, ça c'est la vérité, c'est pas moi qui le dis, c'est plein de gens. Et maintenant, puisque tu es né, il te suffit de vivre, mais tu n'as rien à dire, tu n'as qu'à fermer ta gueule. Voilà. Je pense que c'est ça à l'intérieur aussi des familles qu'il fallait faire. Il ne fallait pas dire que tu étais... fallait pas dire que tu étais fils d'Algérien, etc. Et je pense que c'est ça le fond du problème. En gros, c'est ça. Et quelque part, je pense que ça fait partie du phénomène de la colonisation. Beaucoup. J'y crois beaucoup. Après, certainement que ça existe encore, puisque la colonisation n'est pas terminée, à mon sens. À mon sens. À mon sens. Parce qu'après, quand tu vois ce que tu vois dans ce qu'on appelle les banlieues, ça, c'est la suite de la colonisation. Dans les montagnes de Kabylie, quand les femmes regardent un enfant, elles disent « Ah, il est beau comme un Français ». Et ça, pour moi, c'est révélateur. C'est-à-dire qu'on a fini par sublimer notre bourreau, notre propre bourreau. Et j'ai vu, moi, dans les montagnes de Kabylie, j'ai vu toutes ces femmes. Elles ont sublimé l'homme blanc. C'est-à-dire qu'ils savent construire des avions
En Kabyle, ils disent l'aéroplane. Jusque dans le vocabulaire, on nous a colonisés. Forcément, moi j'ai hérité de ça. C'est parce que ma mère, elle nous a regardés en nous disant, bon, les Français, ils ont le savoir. Eux, ils savent. Donc, suivez-les, faites comme eux. Mais en même temps, ne les suivez pas, ils mangent du porc. Mes parents nous ont toujours dit, soyez discrets, cachez-vous, ne vous montrez pas. Vous n'êtes pas chez vous, mais ils ont raison. C'est les Français. Ils sont chez eux. On ne va pas non plus... Et on hérite de ça. Ce que m'ont appris mes origines, et notamment la culture kabyle, qui est une culture de minorité, une culture de lutte, c'est que si vous bossez, si vous avez la tête bien haute et bien droite, si vous ne vous exposez pas à la critique, si vous êtes, même si c'était parfois difficile, tout le temps parfait, on finira par vous accepter et un jour vous ferez sentir vos différences. Meilleur groupe, meilleur album, on s'était vu au Zénith, aux Victoires de la musique. Zebda, ça signifie beurre. Ouais. Voilà. Tu les connais depuis? Je les connais comme ça pour les avoir écoutés, et puis je connais leur parcours un petit peu sur les journaux, etc. Vous avez été surpris par le raz-de-marée de Tomber la chemise? Un petit peu quand même. Ouais, pour nos parents, passer à la télé, c'est être quelqu'un de propre. Ah, c'est sérieux. Et donc on a joué avec ça. Et le jour où on a fait la bibise à Michel Drucker, et là c'était mon fils. C'est mon fils. Et bon, l'important c'est qu'ils se sentent bien eux. Et ça fait partie de l'histoire. Quelle que soit l'ethnie à laquelle on appartient, on peut espérer ou aspirer. On peut aspirer aux plus hautes destinées que c'est possible. Ça permet de bouleverser le regard des autres et le jugement ou les préjugés que les uns ont sur les autres. On focalise tout le temps le débat sur les minorités visibles à la télé. C'est un vrai débat. Mais moi, je prétends aussi qu'au-delà de ça, quand je vais à ma banque, au guichet de la banque, je n'ai pas l'impression de retrouver vraiment la société dans laquelle je vis, à la mairie, dans plein d'endroits. Donc je pense qu'il y a encore une question de représentation qui est globale. Alors avec nous ce matin pour en parler, Rachid Arabe. Est-ce que vous avez été engagé sur la chaîne de télévision publique parce que vous vous appeliez Rachid Arabe? D'abord, je précise que moi j'ai été blond jusqu'à l'âge de 3 ans. C'est vrai. Oui, vous êtes Kabyle. Oui. Non, je crois vraiment pas avoir été engagé sur mon nom. Au contraire, mon nom posait plutôt problème à l'époque. Chez Réfère 3, le directeur des ressources humaines m'avait suggéré de changer de nom. Ah bon? Ah oui. Et alors, vous avez dit quoi? Non. Écoutez, je sais pas, je trouve que la réponse est là. Je me voyais pas m'appeler Richard. Non. Ça bouge. Le président de la plus grande capitalisation boursière d'Europe, c'est Vodafone. C'est un Anglais, il est indien. C'est possible. En Angleterre, c'est pas un blanc. La France est un pays qui a du mal à gérer sa diversité, mais il va être contraint de le faire parce que la relève qui s'annonce, notamment pour la prochaine décennie, les 18-25 ans, ceux qui vont prendre les commandes, seront très fortement marqués par des phénotypes étrangers. Le discours, il est quasi d'extrême droite. C'est le discours de Jean-Marie Le Pen. Mais dit par Jacques Chirac. Le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela, le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou.
Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Les hommes politiques voient bien que la France est en train de se construire à deux vitesses, une France blanche et une France des minorités, et ils sentent bien que c'est ni la France à laquelle aspirent les Français, sûrement pas, et c'est une évolution qui est porteuse de risques gigantesques. La France, c'est le monde. C'est 150 nationalités, c'est cette profusion de trucs, et tout ça doit reposer sur un fond républicain. Le peuple français, il est quand même dans l'influence de ses élus, qui devancent une réflexion, une pensée. Les paroles, on en a bu, rebu, et on a été bercé par les beaux discours de la gauche. Et il a fallu attendre que la droite arrive pour avoir des vrais actes concrets. Ministre, préfet, recteur d'académie. Le coup du préfet musulman de Sarkozy, c'est une façon de nous montrer qu'il n'est pas prêt à accepter comme une évidence ce que j'appelle la francité des enfants venus d'ailleurs. Et c'est là que l'erreur est faite. C'est que moi, je me sens beaucoup plus représenté par un homme politique français de quelque bord que ce soit, pourvu qu'il soit dans des valeurs quand même positives, plutôt qu'un religieux, aussi musulman soit-il. Le problème en ce moment, c'est qu'il y a une forme de silence général qui fait que plus personne ne parle, plus personne ne dit « j'ai mal là » ou « j'ai mal là ». Tout le monde dit « ça va pas, j'ai mal », etc. Une génération sur laquelle on crache, etc. Ça, j'y crois. Je sais que ça existe et tu le regrettes profondément. Et tu sais pas quoi faire. Pour leur tendre les mains, il est un peu tard. Et les jeunes, ils rament comme des malheureux. Tout le monde est responsable. Les médias, les journaux, la télé, c'est un pur cauchemar. Pernon, à 13h à TF1, il tue tous les jours un peu plus l'avancée. Où il fait croire que la France, c'est le petit Poitevin, les petits pots qu'on refait à la main, le saucisson qu'on fait comme ça avec des petits doigts d'un pied. C'est plus ça, la France. La France, c'est le monde. La télé, c'est... elle fonctionne de façon caricaturale. Si on nous parle d'un reportage banlieue, c'est ou rap, ou religion, ou violence. Ce n'est rien d'autre. Et du coup, on en oublie que l'immense majorité sont des gens qui rêvent de littérature, de cinéma, d'économie, de musique classique, de théâtre. C'est qu'il faut sans cesse aller vers la culture. À partir du moment où tu vas vers la culture, tu as déjà une porte de sortie. Il faut absolument casser, démanteler les ghettos. Pour ça, il faut faire de la diversité urbaine. Ça renvoie au premier sujet de l'école. L'école formate l'urbanisme, l'urbanisme formate l'école. Et puis, troisièmement, il faut mettre un terme aux discriminations dans l'entreprise. Ce qu'on essaie de faire autour de la charte de la diversité, il faut que l'entreprise garantisse une forme d'égalité de traitement dans ses recrutements, d'une part, une transparence dans ses recrutements, et que nos entreprises affichent comme objectif stratégique la diversité et en soient fiers, à la fois pour le staff, pour les effectifs de la société, et qu'ils en soient fiers vis-à-vis de leurs actionnaires, de leurs consommateurs ou de leurs clients. Il n'y a qu'une seule solution pour que les gens différents puissent être ensemble, c'est qu'ils évoluent ensemble. Et c'est vrai qu'un enfant qui a grandi avec des noirs, des beurs, il a toujours plus de possibilités que quelqu'un qui les a jamais croisés. Et je crois beaucoup en la valeur de l'exemplarité. Et je peux vous dire qu'au-delà des personnes, ça fait tomber beaucoup de barrières. Donc, et ça ouvre beaucoup de portes. Je crois qu'il faut continuer à se battre. Et surtout, il faut que les gens, comme moi et comme d'autres, qui ont bien réussi, n'oublient jamais d'où ils viennent. Alors, nous, on est là avec cette montagne qui est la bagarre qu'on mène pour vivre ensemble. Beurre africain, français, etc. pour cette utopie d'être ensemble. Et tout à coup, il y a quelqu'un comme ça qui a une notoriété qui dit « Je viens de découvrir mon père. Il est de là-bas. Et moi,
J'en suis fier, c'est ce que j'ai senti moi. Ah oui. J'ai dit putain, mais... Alors imaginez le bien que ça peut nous faire à nous, d'entendre un comédien comme ça qui a une notoriété et qui dit ouais, mon père est algérien. Pour tous les jeunes gens que j'ai vus, je sais que c'est un exemple. Quand j'entends un type dire « Oh, Prévost Daniel, il dit qu'il est algérien, il est d'origine kabyle, oh, tu te rends compte, c'est fort. » Je te jure, j'ai entendu ces gens. Eh bien, tant mieux, formidable, formidable. Peu importe ma souffrance à moi, ça n'a pas d'importance. Si ça leur donne un truc à eux en plus pour, au contraire, ne pas jouer, ne pas vivre « Oh, je suis algérien, je suis kabyle, il ne faut pas qu'on me regarde, il faut que je fasse très attention, tu vois. » Et au contraire, bah oui, bah c'est comme ça, bon, qu'est-ce qu'il y a à faire? À l'évidence, les exemples d'intégration réussie ne manquent pas, on les retrouve dans tous les secteurs d'activité, mais ce ne sont pas ces exemples que l'on aime à mettre en lumière. On ne peut pourtant pas conclure à l'échec du modèle social français, un modèle républicain et laïque où en théorie chacun peut trouver sa place. C'est l'application de ce modèle qui est insuffisante pour arriver à une réelle égalité des chances. Quand on regarde l'histoire plus ancienne de la France, ça a été l'intégration des provinces françaises d'abord. Comment faire coexister le breton et le type de la région de Nice? La France, ce n'est plus la petite fille de l'église, elle est plus blanche. Elle est multi. C'est pas simplement quelle est l'identité des enfants de Kabyle, des enfants de Polonais, des enfants d'Italiens ou des enfants de Français de souche. C'est quelle est l'identité de la France. Le jour où la société française aura compris toutes les richesses qu'elle peut aller chercher dans nos diversités, ce sera une super société. Ils sont fiers d'être français, fiers de leurs origines, ce sont des modèles. Ils ferment la porte au communautarisme et ouvrent celle d'une société multiple, celle du creuset français. Plus que jamais, la France vit à l'heure de la mondialisation. Elle vit la rencontre des cultures, des diversités. C'est une véritable chance pour la vitalité et la consolidation du système français, et c'est même un véritable atout économique que nous devons savoir saisir. La prise en compte de la diversité permettra d'enrichir notre culture commune pour ouvrir la voie à de nouveaux Rachid, Tokia, Majid, Yazid ou encore Daniel.